Bienvenue pour un nouveau sujet que je vais débattre avec vous. Donc je m'appelle Véronique Cohn, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis psychologue psychothérapeute et je donne des conférences depuis longtemps maintenant, depuis au moins 2-3 ans, sur le thème des relations amoureuses. Et à chaque fois, j'utilise un thème différent. Ce soir, il me semblait intéressant de développer un thème que j'ai encore jamais développé, qui traite de l'amour chez les adolescents. C'est-à-dire quelle est la particularité de la relation amoureuse chez les adolescents et quelles sont les conduites à risque, puisqu'il y aura un moment où je ne peux pas m'empêcher, puisque c'est quand même une population un peu fragile, de développer les types de conduites à risque à travers la relation amoureuse. Et comment, si vous êtes soit parent, donc comment accompagner au mieux ces adolescents, ou si des adolescents me regardent, écoutent cette vidéo, ça peut être aussi important aussi de prévenir ou d'envisager, de mieux cerner qu'est-ce qui se joue à travers les difficultés dans la relation amoureuse, comme les ruptures par exemple, et pas que. On verra aussi tout ce qui se passe au niveau affectif et identitaire, et tout ce qui se passe aussi au niveau de la sexualité, voilà. Donc, c'est un sujet qui est pas forcément traité très fréquemment. On parle souvent de la crise adolescente, mais on ne parle pas forcément spécifiquement de la relation amoureuse chez les adolescents, un peu, mais peut-être pas de manière focusée comme ça. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit topo sur c'est quoi un adolescent, c'est quoi la particularité par rapport à l'enfant ou par rapport à l'adulte. C'est un passage intermédiaire, une étape du développement qui est un peu particulière parce que elle permet aux jeunes en développement de s'individualiser, c'est-à-dire de mettre en place son identité différente que celle de son clan d'appartenance, de sa famille, pour aller vers un adulte autonome avec son propre référentiel. Et donc, c'est ce qu'on appelle la crise adolescente. Ça passe par une crise, c'est-à-dire un moment de chaos, de perturbation, pour aller s'individuer. Et donc, beaucoup d'adolescents, si vous êtes parents ou si vous accompagnez des adolescents, ont des moments de difficulté, de perturbation. Alors, il y a tout qui est chamboulé chez l'adolescent, hormonalement, biologiquement, physiologiquement. Ils sont quand même vraiment... tout bouge, tout change. Il y a le rapport à l'image de soi. Donc, comme leur corps devient sexué, donc du coup, ils ont une difficulté à se réapproprier leur image, et ils ont souvent une très grande fragilité par rapport à l'image du corps et un problème d'estime de soi, puisqu'on est dans une crise un peu chaotique intermédiaire entre l'enfance, le tout petit, l'enfant, le bébé et l'adulte. Et donc cette période de mouvement, elle est souvent chaotique. Et l'identité n'est pas encore vraiment marquée, elle se cherche ici, chez l'adolescent. Et donc c'est pour ça qu'on va voir, si on met l'accent sur les relations amoureuses chez les adolescents, que c'est vraiment des situations qui les confrontent énormément à leur image, à l'estime d'eux-mêmes, à leur propre identité, à la découverte, aux apprentissages, aux nouvelles expériences, à la découverte et à leur relation à l'attachement. Et selon souvent comment ils se sont développés petits, selon le parcours, même selon comment s'est passé souvent la naissance, s'il y a eu suffisamment de sécurité ou pas de sécurité, on va voir déjà un attachement plus ou moins sécure qui va se réactualiser lors de l'adolescence, soit comme une immense fragilité, si l'attachement a été insécure ou pas assez protégé, ou cet enfant a été plutôt négligé. On va voir que ça va faire un boomerang après la période de latence chez le jeune enfant avant 12 ans, puisqu'on
en général, on décrit la phase adolescente à partir de 12 ans, pré-puberté. L'adolescence, elle s'est déplacée en âge, hein, elle a rajeuni. Hein. Avant, c'était plutôt 13-14, maintenant, c'est plutôt 12-13, hein, l'adolescence, 12-16. Hein. Après, il y a les grands adolescents, puis il y a les adultes adolescents, c'est les adolescents. Mais là, je parle des adolescents entre 12 et 16, surtout les 12-14. Voilà, donc je disais qu'il y a un chamboulement et j'étais sur l'image de soi, l'estime de soi. Donc tout ça est extrêmement... tout est en remaniement et tout ça est extrêmement fragile. Et donc ces adultes en formation vont avoir peut-être des fois des conduites à risque à travers les sentiments, à travers la sexualité. Voilà, et on va en causer parce que je pense que c'est important de voir comment on peut se positionner de manière, en tout cas, éviter de faire des dégâts. Je ne sais pas, j'allais dire juste, mais je ne sais pas si on peut se positionner de manière juste quand on accompagne des adolescents. En tout cas, éviter des dégâts collatéraux parce que ça peut enflammer des situations déjà critiques sur des adolescents qui sont entre guillemets en crise, ça ne veut pas rien dire, mais qui sont en difficulté et qui marquent leurs difficultés par des comportements réactionnels. Voilà. Les adolescents, chez les filles, on voit que si je m'intéresse à la relation amoureuse, encore aujourd'hui, puisqu'on parlait des adolescents aujourd'hui, hein, les liaisons amoureuses passent quand même beaucoup par les sentiments et par une idéalisation. Vous savez que l'adolescent idéalise ou désidéalise, c'est-à-dire l'ado a besoin pour s'individuer de fabriquer des idéaux, encore plus que les adultes. Bon, il y a des adultes qui continuent comme ça, mais les adolescents, c'est normal. Donc, ils vont idéaliser une relation romantique, idéale, utopique, etc. Et donc, le risque est d'autant plus grand qu'ils vont se fracasser à cause de cet idéal, ou quand c'est trop idéalisé, ils vont désidéaliser, c'est-à-dire ils vont être déçus et puis rejetés, mais de manière brutale. Hein, ils risquent d'avoir des réactions un peu tout ou rien, comme ça. Ça, c'est typique de l'adolescent, on est dans sa passe ou sa casse, tout ou rien, hein, blanc ou noir, hein, ça vire à 180 degrés, comme ça, de manière impromptue, puisque c'est quand même très pulsionnel. C'est hormonalement, ça bouscule, et donc c'est très instinctif et pulsionnel. Donc le temps que ça monte au raisonnement, etc., que ça se pose, c'est compliqué pour eux. C'est pas du tout l'âge où ils sont posés. Hein. Et ce réactionnel, c'est ce qu'on dit le monde de l'agir, hein, ils sont tout de suite dans l'action, la réaction, avant le temps de la réflexion. C'est considéré comme une étape normale de l'adolescent pour pouvoir ensuite passer à plus de maturation dans un raisonnement, une analyse, et s'approprier, hein, qu'ils puissent, eux, s'approprier leurs propres opinions, leurs propres valeurs, leurs propres référentiels. Mais il y a une phase comme ça, un peu chaotique, avant de se différencier. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ados, ils sortent du clan familial, et ils ont obéi, ils ont été soumis aux lois, aux diktats de cette famille-là, d'origine. Et donc, ils ont besoin de s'éloigner, hein, de s'opposer, de se distancier de cette famille d'origine par rapport aux valeurs, même si elles étaient bonnes, peu importe les valeurs d'origine, hein, de cette famille-là. Ils ont besoin de s'opposer pour marquer la différenciation et pour s'approprier leurs propres valeurs. Même s'ils vont retourner aux mêmes valeurs que celles des parents ou de la famille, ils ont besoin de se différencier et donc de s'opposer, hein, par un côté rebelle comme ça, voire de toute puissance. L'adolescence, c'est aussi la toute puissance, c'est aussi le marquage de « moi j'ai raison, toi t'as tort, moi je décide, c'est moi qui décide ici, c'est moi qui contrôle, et tu ne m'auras pas. Hein. Et si tu veux m'empêcher quoi que ce soit, tu vas voir, c'est moi le maître ici. Hein. Ça, c'est la toute puissance. Donc on va voir beaucoup ces caractéristiques habiter l'adolescent. Et je disais que les filles sont quand même toujours et encore aujourd'hui chez les adolescentes attirées par des sentiments élevés, et les garçons vont s'attacher plus par la sexualité. Hein. Aujourd'hui, ce qui va marquer aussi la différence chez les adolescents, l'amour chez les adolescents, c'est les relations virtuelles. Évidemment, ça c'est pour tout le monde, mais les adolescents démarrent avec ça. Hein. Donc ils sont baignés dans le virtuel, les réseaux sociaux, les SMS, donc ils vont communiquer à partir
des réseaux sociaux. Ils vont s'envoyer, les langages amoureux se font pas direct à direct, de visu, mais ils se font par les SMS, par les textos, par les petits likes, par les smileys, les émoticônes, des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est leur manière de se communiquer. Ils peuvent être même à côté, et au lieu de se parler, ils vont s'envoyer, voilà, ils vont se parler virtuellement. C'est une nouvelle manière de gérer la relation. Et pour eux, ils sont habitués à ça. L'avantage, c'est que l'adolescent est un être pudique de chez pudique, habité par la honte, puisque l'image du corps est fragile, l'image de soi, l'image du corps est vraiment donc souvent fragile. Souvent, ils ne s'aiment pas, les adolescents, a priori. Ça va être un peu compliqué de s'aimer. Et donc, du coup, c'est plus facile de communiquer à distance, comme ça, en différé, parce qu'il y a moins de pudeur. Voilà, c'est plus tranquille pour eux. Et en général, vous voyez que quand ils décident vraiment de relationner en direct, c'est parce qu'ils vont faire des choses ensemble. Ils vont aller faire des sorties, du cinéma, enfin je sais pas quoi, ils vont faire des trucs ensemble. Sinon, ils communiquent essentiellement par les réseaux sociaux, par le virtuel et les nouvelles technologies. Bon, pourquoi pas ? Il n'y a pas forcément quelque chose de négatif là-dedans, si ce n'est une addiction. Leur téléphone, on ne peut pas leur enlever. Ils sont accrochés à leur... agrippés, d'ailleurs tous les incites le disent, ils sont agrippés à leur téléphone, là, c'est leur doudou. Si on leur enlève leur téléphone, ils sont très mal. Ils souffrent de solitude. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à ce que le téléphone, c'est la manière d'être en lien avec les autres. C'est leur manière de fabriquer du lien. On leur enlève ça, on leur enlève le doudou du lien. Donc ils ne peuvent pas gérer très souvent, je ne dis pas tous, mais souvent il y a vraiment ce truc de le téléphone. Et avant qu'ils s'intéressent aux filles, pour les garçons, en général ils sont très câblés sur leur console, leurs jeux vidéo, etc. Et d'un coup, ce qui est curieux, quand ils commencent vraiment à s'intéresser aux filles, tout le comportement change. Ils vont délaisser souvent, pas tous, mais fréquemment, le monde change. Ils vont délaisser leurs jeux vidéo ou leur console pour aller d'un coup aller vers le monde extérieur, aller à la conquête, aller séduire, aller rencontrer les filles. Et donc ils s'habillent différemment, ils se douchent plus, ils prennent soin de leur image. Enfin, c'est un monde qui change, quoi. Donc on voit souvent ces adolescents garçons dans un passage, mais parfois très radical comme ça. Ça passe du tout ou rien. Et effectivement, hormonalement, voilà, ils sont poussés pour aller passer à devenir des grands, quoi, et donc s'intéresser à la relation homme-femme. Bon, c'est amusant de les voir. Ça, c'est le côté plutôt charmant des adolescents. Ils ont des côtés charmants parce qu'ils sont à la fois idéalistes, ils peuvent être très créatifs, parce que ça bouillonne. Il y a des idéaux jusqu'en haut. À leur meilleur, mais à leur pire, ça peut être la catastrophe. Parce qu'à leur pire, ils peuvent être très sombres. Ils ont une fascination pour le déplaisir et pour tout ce qui est tragique, pour tout ce qui est noir, pour tout ce qui est sombre. Donc, ils peuvent être dans « je décide aussi de me marginaliser, d'être dans la différence de cette manière-là, par cette fascination de tout ce qui est négatif, quoi. Et donc, on peut aller aussi dans des conduites tragiques à cause de ça et de ce sentiment de toute puissance des adolescents. C'est moi qui contrôle ici, vous ne m'aurez pas. Voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour la question des adolescents, on pensait qu'ils avaient vraiment changé, mais en fait pas tant que ça. Ils sont toujours en train de rêver de l'amour romantique, la plupart, même si les garçons sont quand même plus branchés sexualité. Néanmoins, il y a quand même chez la majorité, quand on les interviewe, ils sont quand même câblés sur j'aimerais plus tard le bonheur à travers le couple et la famille. Voilà. Ils rêvent de la même chose que rêvaient leurs anciens, quand bien même ils ont vu des divorces à la pelle chez leurs parents ou autour d'eux. Alors ça n'empêche pas qu'ils ont vu ça, ils sont témoins de ça. Donc ils sont plus frileux que ceux d'avant quand même, puisque on voit que ceux qui sont un peu plus vers 18, 19, 20, quand ils commencent à se mettre en couple, on voit que ces jeunes anticipent la fin de la relation. C'est-à-dire qu'ils partent en se disant
bon, on fait un CDD, on n'est pas sûr que s'engager, ça va mener à quelque chose. Ça, c'est pour les jeunes un peu plus tard. Donc on voit que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vraiment assimilé le fait que la relation amoureuse, c'est pas du gâteau, c'est pas gagné. Il y a une envie de l'amour romantique pour l'éternité, mais il y a quand même un recul ou voire une anticipation de la chute, de la sortie d'une impasse, que ça peut ne pas durer toute la vie. Voilà. Donc ils ont ça en tête, mais la plupart quand même rêvent, même s'ils ne l'avouent pas comme ça, quand on les interroge, ils rêvent quand même de construire et de bâtir, plus chez les filles que chez les garçons qui au départ ne rêvent pas de s'engager. Et c'est plutôt ça qu'on voit pareil chez les filles, un rêve d'engagement. Alors déjà ça paraît assez tôt, hein. Alors, c'est amusant. Ce qui marche toujours, c'est que fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, cours après moi, je t'attrape. Eux, ils disent d'ailleurs dans leur langage, je vais sortir avec. Hein, ils disent pas je suis en relation ou je suis en couple, ils disent je sors avec. Donc sortir avec, ça veut dire ce que ça veut dire chez les ados, hein, ça veut dire je suis avec mais sans m'engager. Donc du jour au lendemain, bon voilà, hein, ça ira là où ça ira. C'est une manière de prendre les choses légèrement, sans vouloir s'investir. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que le mécanisme, l'adolescent est inquiet en fait. Hein, il est bourré d'appréhension, il est bourré d'incertitude. Il a une estime de soi en général des plus faibles. Il veut se montrer fort, maous costaud, mais à l'intérieur, c'est les sables mouvants. Donc prenez pas à la lettre le comportement des adolescents parce qu'à l'intérieur ils sont moi je les interviewe souvent, j'en ai au cabinet, ils ont toujours l'impression qu'ils ne valent rien, qu'ils sont nuls, qu'ils vont être exclus de leur bande. Ils sont très bandes, hein. Ça fait partie aussi de l'adolescent, ils sont branchés sur les groupes et les bandes. Il faut ressembler aux autres, il faut faire comme les autres. Bon, c'est comme ça. Pour s'éloigner des valeurs parentales, il faut faire comme la bande. Et donc, ils ont peur d'être exclus, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur de plein de choses. Ils ont peur de l'échec scolaire, ils ont peur de déplaire, mais c'est vraiment quelque chose de marqué, c'est l'image, hein, l'image de soi qui est vraiment hyper fragile à ce moment-là. Et comme ils ont honte de le montrer, eh ben, ils montrent l'inverse. Ils montrent un côté plutôt « moi j'assume, moi j'assure », etc. Mais en fait, ils n'assurent pas du tout en réalité. Donc, il faut se méfier qu'il y a un décalage entre ce qu'ils montrent et ce qui est à l'intérieur. Mais ils sont comme les anciens, coup de foudre, sexe, chagrin d'amour. Ça continue de jalonner les histoires adolescentes. Alors, les parents souvent s'inquiètent des conduites à risque chez les ados. Sur la relation amoureuse, c'est quoi ? Sur la relation amoureuse, c'est les premières histoires où ils vont s'attacher. Donc, ils peuvent s'attacher de manière positive, renforçante, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le cercle vertueux. C'est-à-dire soit ils vont séduire, parce que déjà, les premières relations, il faut oser la séduction. Donc, les stratégies de séduction, des fois ça marche, des fois ils se font rejeter, ils se prennent des râteaux. Et en plus, il faut sortir de l'inhibition. Faut y aller, quoi. Hein. Et donc, il y en a qui osent, il y en a qui osent pas. Donc, selon les expériences réussies ou ratées, enfin ratées dans le sens où ils vont se faire rejeter ou abandonner, ou humiliés, hein, ou vexés aussi par les moqueries, les camaraderies, etc., eh ben, ça va laisser des traces et des impacts dans la vie amoureuse des adultes après. Ces premières expériences sont vraiment instituantes. Hein. C'est-à-dire, ce sont des marquages pour la suite des relations. En général, la première histoire d'amour, le premier homme ou femme avec qui on fait l'amour, c'est vraiment quelque chose de marquant pour la suite des opérations. C'est important de le voir parce que selon comment ça s'était passé déjà avant dans l'attachement, je l'ai déjà dit, mais selon comment ça se passe dans les premières expériences, il va se jouer quelque chose qui va soit se répéter, c'est ce qu'on appelle les schémas de répétition, soit cette adolescence, il fait une expérience un peu ratée sur le départ, soit il a des occasions après de récupérer avec des relations ou des expériences qui sont moins stressantes. Et là, ça va déconstruire ce qui a été construit dès le départ. Mais souvent, la toute première relation, regardez, hein, si vous êtes adulte, regardez vos premières expériences d'adolescent et regardez comment ça a pu vous marquer jusque maintenant dans vos vies amoureuses et ce que ça répète et comment il y a quelque chose de la première fois, quoi. La première fois, comment ça peut marquer, hein, rester un révélateur de la suite.
Donc, comment, là je suis plutôt sur, puisque je pense aux parents ou aux accompagnants, ceux qui accompagnent ou qui éduquent les ados, comment prévenir, parce que le problème chez les parents, c'est qu'ils sont souvent rejetés à ce moment-là. Et c'est normal qu'ils soient rejetés, il faut s'y attendre. Et c'est plutôt sain qu'ils soient rejetés de même. Il vaut mieux que vous soyez plutôt rejetés parce qu'ils ont besoin de s'éloigner de vous pour s'individuer, pour s'autonomiser. Donc, accepter le rejet et surtout le dégât, c'est de passer en force. Passer en force, c'est-à-dire mettre des limites et être tyrannique avec des adolescents. Jouer aux persécuteurs, c'est des bras de fer. Et eux, ils ont plus de la pêche que vous, hein, ils ont plus d'énergie, hein, ils sont plus jeunes. Donc, vous serez au tapis. De toute façon, laissez tomber. C'est pas la peine de passer en force. C'est pas vous qui gagnez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être les accompagner et être proche dans un sens de surveiller, mais surveiller sans imposer. Ce qu'on dit toujours avec les ados, c'est l'association, c'est la bienveillance dans un gant de velours. Hein. C'est la fermeté dans un gant de velours. C'est à la fois être bienveillant et à la fois dans la fermeté, mais sans imposer, sans la tyrannie, sans les persécuter, sans exiger, parce que là, vous n'aurez rien du tout, et ils vont au contraire fuir le foyer. Donc, si vous êtes trop contrôlant, trop fliquant, avec trop d'attentes sur eux, soit dans le sauveur, je veux pour toi ton bien et je te flique tout le temps parce que je veux ton bien, soit en le persécutant, en lui faisant des reproches et des critiques tout le temps, vous allez les faire fuir. Et vous n'aurez plus aucune confidence. Donc ça n'a aucun intérêt, parce que c'est vrai que les conduites dangereuses chez les adolescents sont quand même fréquentes, ils sont fragiles. Hein. Donc ça peut être les fugues, ça peut être l'alcool, la drogue, les addictions, et souvent ils le font de toute façon en cachette. Le tabac, enfin parce qu'ils testent leurs limites, hein, ils testent leur puissance. Hein. Ils ont besoin à ce moment-là de sentir la maîtrise d'eux-mêmes pour s'individuer. Donc je me teste dans ma propre puissance. Donc, et en plus je vois comme les autres font, donc je modélise sur la bande là, donc si les autres y boivent, je vais boire. Et ça, vous ne pourrez pas l'empêcher, vous n'allez pas être derrière à les suivre comme ça. Hein. Néanmoins, ce qui peut être important, c'est d'avoir en tête de les responsabiliser sur leur capacité de mettre leurs propres limites. Comment, petit à petit, ils vont s'autoréguler tout seuls pour voir jusqu'où, par exemple, s'ils boivent, jusqu'où ils peuvent boire et jusqu'où, à un moment donné, quand ils boivent trop, là, ils se font du mal à eux-mêmes, quoi. À un moment donné, c'est excessif. Comment ils peuvent expérimenter leurs limites tout seuls en s'autorégulant. Et ça, c'est un accompagnement à la longue. Ce qu'il faut voir aussi chez l'adolescent, que ce soit dans la relation amoureuse ou dans les autres conduites, ce qui va les aider, c'est le modèle. C'est votre modèle. Pas tellement votre discours. Ils ne font pas tellement gaffe à ce que vous racontez, ils s'imbibent du modèle familial. Donc si vous avez des relations amoureuses où c'est naturel, où c'est plutôt aimant et bienveillant, si ce n'est pas hyper conflictuel, hyper violent, pour eux, ils ont cette vision du monde. Pour eux, c'est ce qu'ils voient dans leur famille, c'est comme ça que ça se passe partout. Donc le modèle que vous avez généré, si vous êtes parents, devant vos enfants, pour eux, voilà, c'est leur représentation du monde. S'il y a beaucoup de conflits, s'il y a beaucoup de violence, pour eux, la relation, c'est forcément conflictuel et dangereux. Voilà. Si au contraire c'est plutôt tranquille, vous avez toujours eu des personnes qui étaient attentionnées à votre égard, voilà, si vous n'êtes pas fait maltraiter, ils auront peu de chances d'être maltraitants eux-mêmes ou de se faire maltraiter très longtemps. Voyez, donc c'est pas tant vos discours à ce moment-là qui vont jouer, même si ça vous empêche pas de parler avec eux, hein, s'ils ont envie de parler avec vous. En général, ils n'ont pas tellement envie de parler avec vous, ils ont plutôt envie de parler avec leurs copains. Mais sentez-vous, mais s'ils veulent parler avec vous, c'est bien d'être disponible, sans être non plus leur confident. Hein, c'est pas votre place. C'est compliqué. Hein, je vous donnerai la parole tout à l'heure, mais c'est pas la juste place. C'est pas non plus d'être le confident de vos enfants. C'est pas non plus d'être tout le temps là derrière eux à les fliquer, à les contrôler. Mais c'est en même temps d'être là quand ils ont besoin. Pourquoi ? Parce que l'adolescent, il fait le yo-yo. Soit il se sent envahi, soit il se sent abandonné. Si vous êtes trop proche, il se sent envahi, il vous rejette. Il est rebelle, hein, donc il fait dégage. Et en plus, ils ont des mots, c'est pas toujours très sophistiqué. Hein, ils ont un vocabulaire impulsif. Donc c'est toi, tu dégages.
c'est plus les petits chouchous d'avant, hein. Soit vous êtes trop loin, vous les lâchez, et là ils sont abandonnés. Donc il y a toujours la juste distance relationnelle qui est compliquée avec les adolescents, ni trop près, ni trop loin, ni trop près, ni trop loin. À vous de trouver la juste mesure, sachant que vous passerez peut-être des moments très désagréables avec eux pendant une période, en général 14, 17, 18, 19 même des fois, et après ça passe. Enfin, majoritairement, je ne dis pas pour tous, parce qu'il y en a qui vont s'enliser dans des conduites à risque et dans une plus grande fragilité, et d'autres, à un moment donné, ça finit par passer, et ils vont même souvent se réconcilier avec les valeurs d'origine, en disant bah oui, tu avais raison sur certains points, mais ça c'est bien plus tard. Donc il y a vraiment un passage, pas fait tous les adolescents, parce qu'il y a des adolescents qui font des crises de rébellion, d'opposition, donc de réaction par rapport aux valeurs familiales, et il y en a qui font le contraire, c'est-à-dire qui sont des ados modèles, qui sont hyper sages, mais qui feront leur crise un peu plus tard. Donc il y a ceux qui sont tout gentils, tout doux, qui obéissent tout le temps, enfin voilà, ils font bien des études, ils ont des relations amoureuses tranquilles, enfin, tout est tranquille, ils sont stables, mais c'est l'eau qui dort. Donc, et il y a ceux qui sont très rebelles et qui vont marquer vraiment, parce qu'ils ont besoin de marquer cette opposition, parce que je pense qu'il y a une emprise de la famille qui veut prendre le contrôle sur eux, qui veut les formater à leur manière, et l'adolescent qui sent une emprise, un pouvoir sur eux, il dit non, non, toi tu dégages, c'est moi qui décide ici maintenant, c'est moi qui prends la main, tu ne m'auras pas. C'est leur manière de pouvoir s'autonomiser aussi. Ça peut être aussi dans le côté tu veux tellement du bien pour moi, tu veux tellement du bien pour moi, tu m'étouffes. Et donc l'adolescent il fera des gages pour sa survie, hein. Parce que quand il sent que le parent met la main dessus, il étouffe là-dedans, hein, dans cette fusion, surfusion, voilà. Alors, comment parler avec ces adolescents de sexualité? Parce que, alors, qu'est-ce qui se passe chez les ados? Très souvent, ils découvrent la sexualité aujourd'hui à travers les films porno. C'est traumatique avant 10 ans. C'est souvent, ça peut être même traumatique après, mais le truc c'est que voilà, c'est accessible et c'est leurs premières approches, leur première manière d'appréhender la sexualité. Donc c'est important de voir que c'est pas là, de leur dire ou de leur, ouais, peut-être, je sais pas, à table, voilà, de discuter de ça. De dire que c'est pas la réalité, c'est une fiction, parce que ça peut être un marquage de violence, une représentation violente quand même, hein, peut leur faire peur, et notamment chez les filles les dégoûter, ça se voit ça. Hein. Donc c'est important peut-être la fois de pouvoir, s'ils sont d'accord, hein, de discuter de ça en montrant que c'est pas, il n'y a pas que ça dans la sexualité, c'est un espace, mais c'est pas toute la sexualité. Hein. La sexualité, c'est aussi l'amour, c'est aussi la spiritualité, enfin c'est vaste quoi. Donc c'est important de pouvoir modeler les représentations en discutant avec eux, et s'ils ne veulent pas vous écouter parce que voilà, vous avez un différend avec eux, essayez de trouver une tierce personne qui sera capable de discuter, d'échanger. Des fois c'est pas vous, c'est trop conflictuel avec vous, donc vous savez qu'il y a un intermédiaire, un adulte intermédiaire, un grand-père, une tante, un oncle, un frère, je sais pas quoi, avec qui ça passe mieux. Donc essayez de faire passer vos messages pour que ce jeune en devenir puisse avoir une représentation plus large de ce qu'est la sexualité, sans s'effrayer ou sans imaginer que voilà, la sexualité c'est de la consommation, c'est de l'objectisation, c'est je prends, je jette, voilà. Et en même temps ça booste l'avantage, parce qu'il y a toujours l'avantage de l'inconvénient, ça booste la libido. Voilà, hein. Les ados sont shootés à l'intensité aussi. Après, il y a des adultes aussi, mais il y a de l'hormone, il y a voilà, ça bouillonne, et donc ils ont un goût très fort de la passion, de l'intensité, de la créativité. Donc les sensations fortes, les émotions fortes, tous les machins forts, c'est pour eux. Les adultes qui continuent avec ça sont des ados attardés. Donc, c'est bien de le savoir quand même, hein. C'est un shoot à l'intensité. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des conduites dangereuses, des ruptures comme ça, brutales, hein, des ruptures, soit des ruptures entre eux, hein, d'un coup ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, des ruptures avec vous, avec les parents, d'un coup ils sont tout gentils, d'un coup ça passe à 180, ils veulent plus vous voir, ils ont honte de vous très souvent, enfin des choses comme ça, où ils ont honte entre eux, où ils se moquent de leurs camarades, voilà. Donc c'est vraiment chaotique.
hein. Il n'y a rien de fluide là-dedans, hein, et c'est vraiment cette période particulière qui est normale chez l'adolescent. Il faut s'y attendre. Donc prenez-les avec ça, au lieu de les prendre a contrario, en imaginant qu'un ado, voilà, c'est cool, Raoul. Non, c'est une période, c'est normal, ils en ont besoin. Donc ça fait partie du jeu de cette étape du développement. Donc accepter, essayer de... L'idée pour moi, si vous êtes des adultes, c'est de faire l'alliance très profondément avec cet enfant intérieur derrière les comportements bizarroïdes, s'il y en a. Soit en réactionnel, que j'appelle bizarroïde, soit en sous-marin, c'est-à-dire qu'il ne vous calcule plus. Ça c'est pareil, hein, il ne vous calcule pas, c'est aussi bizarre. Hein. Donc, essayez de faire l'alliance, c'est-à-dire de vous rendre disponible pour un dialogue quand eux sont prêts à aller vers vous. C'est pas vous qui devez aller vers eux, c'est eux qui vont vers vous. Et donc, rendez-vous disponible à leur demande. Hein, mais faites l'alliance derrière, mettez-vous en amour sur la partie fragile de l'adolescent qui n'est pas capable de vivre autrement que cet immense chaos qui le fragilise. Voilà. Donc l'intensité, j'étais sur ce goût de l'intensité, les passions, voilà, et donc ils peuvent se fracasser avec ce truc passionnel. Il y a des ruptures, puisque c'était aussi, je donne cette conférence parce que j'ai eu des demandes de personnes qui regardent mes vidéos qui m'ont dit mais qu'est-ce que je fais quand voilà, mon ado vient de rompre, enfin il s'est fait abandonner, il s'est fait rejeter, et donc la rupture est extrêmement douloureuse. Oui, c'est les premières expériences, des fois ils amortissent pas du tout. Hein. Certains, le rejet, c'est dramatique, ça peut être tragique. L'envie de se suicider, tout noir, enfin un truc, il y en a qui vont jusque-là, quoi. C'est vraiment... moi, je me rappelle aussi, je suis passée par là. Donc, c'est vraiment tout ou rien. On est vraiment dans... les premières amours, ça peut être juste quelque chose soit d'intense et de structurant, soit de déstructurant. Hein. Et je vous rappelle que selon le socle de solidité, la base de solidité de la relation d'attachement de départ aux parents, va se rejouer cette relation d'attachement entre eux. C'est-à-dire plus ou moins sécure, et plus ou moins, ils vont être plus ou moins tranquilles s'ils rompent les relations, ou plus ou moins déstructurés. Déstructurés, des fois c'est vraiment déstructuré. On voit des fois des décompensations psychotiques aussi, parce que les adolescents ils peuvent être borderline, c'est-à-dire qu'ils ont un problème avec les limites. Donc ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi, à toute puissance, ça passe ou ça casse. Donc des fois les dommages collatéraux peuvent être graves et la rupture amoureuse peut être un prétexte pour se déconstruire, pour être vraiment encore plus fragile que ça ne l'était avant. Donc il faut faire attention aussi, et vraiment, pour moi, c'est un travail de proximité avec eux. C'est vraiment ce que je disais, cette ferme bienveillance, et d'être vraiment plutôt dans... mettre un cadre, mais pour moi le cadre avec les ados, c'est plutôt être en capacité de discuter de ce qui peut les aider à prévenir plutôt que guérir, quoi. Il y a de la prévention à faire, être à leur écoute, les écouter, mais pas les emmerder. Si vous êtes trop sur eux, ils vont fuir, ils vont vous rejeter, et vous n'avez rien à gagner, c'est perdant-perdant. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Toutes les questions aussi sur la sexualité, c'est-à-dire les conduites à risque, c'est le problème de ne pas se protéger. Et très souvent, ils mettent pas toujours des capotes, d'ailleurs, à ce propos. Certains oui, certains non. Mais ça peut être, tiens, on oublie, on méconnaît, c'est important. Et il y a beaucoup d'adolescents qui sont dans ce cas-là, donc MST, point d'interrogation. Déjà, c'est bien aussi de voir comment ils peuvent se documenter sur le sujet. Ça fait partie des conduites à risque chez les adolescents. Les grossesses précoces et les IVG chez les adolescentes en détresse, ça existe. Les MST chez les 15-24 ans, ça représente la moitié des nouveaux cas d'infection quand même. Pour dire que les adolescents sont quand même une population à risque sur les MST, ils ne se protègent pas souvent, pas toujours. C'est important aussi de parler des abus sexuels, pas pour leur faire peur, mais pour leur dire que ça existe, ce sont des choses qui existent. Voilà, mais c'est pas non plus la peine de les envahir avec ça, parce qu'ils ont une représentation. Après, tout est dangereux pour eux. Voilà, après, faut pas non plus exagérer. C'est vraiment important de nuancer vos paroles si vous les accompagnez.
la question. Comment leur parler? Vous me direz, comment vous parlez d'amour à vos adolescents? Comment vous faites pour leur parler d'amour? Comment vous leur mettez des limites sans les effrayer, sans les faire fuir et sans perdre le lien? Parce que le problème, c'est la rupture du lien. Et si vous perdez le lien à votre ado, c'est fini, vous avez tout perdu. C'est difficile après de reconnecter. Voilà, leur apprendre l'empathie aussi, l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ça va être drôlement important. Quand on a un ami, un petit ami, quand on se fait lâcher, voilà, comment on peut sentir la détresse, etc., sur un mode d'empathie. Ça aussi, ça peut être des choses importantes à leur apprendre. Voilà, et voir comment cette recherche d'identité, cette recherche d'être soi, d'être différent, comment vous pouvez les aider et les accompagner en étant d'accord qu'ils ne vont pas faire exactement ce que vous voulez, comme vous, ils vont faire différent de vous. Et est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils fassent différent? Voilà. Parce que c'est ça, c'est vraiment cette période particulière où il a envie de faire comme et de faire contre. Et surtout de faire lui, de faire différent dans et moi, comment je veux être, marquer ma différence. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi d'intéressant sur la particularité des adolescents? La distance relationnelle, j'en ai parlé. Les comportements à risque, c'est toxicomanie, alcoolisme, c'est le suicide. Mais ça, c'est quand même assez rare. Mais n'empêche qu'il y a quand même 12% de la population adolescente qui se suicide, qui ont des idées suicidaires. Il y en a qui ne se suicident pas, mais il y a quand même beaucoup d'adolescents qui ont des idées suicidaires. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais ils peuvent avoir des intentions quand même. C'est pour ça que c'est aussi des fois important de parler avec vos ados que vous voyez sombres, de leur dire écoute, c'est pas parce que tu as des idées qui te passent par la tête que forcément tu vas le faire. Maintenant, faites attention quand l'ado commence à donner, à rester dans son coin, à avoir des comportements un peu strange, c'est-à-dire il est bon en classe, il a des mauvais résultats d'un coup, ou toutes les réactions brutales, ou alors il a des amis et puis d'un coup il a plus d'amis, ou il est exubérant, il devient silencieux, enfin où il donne ses habits, son blouson préféré à un de ses amis. Voilà. Sur un adolescent qui va pas bien, c'est un peu suspect en général. Ça peut, on peut se dire bon, il est vraiment pas bien en ce moment. Est-ce qu'on peut dialoguer? Et comment, si moi je peux pas dialoguer avec lui, qui peut s'en occuper autour de moi? Mais c'est vrai que la période d'adolescence est quand même fragile. Il y a quand même des adolescents qui se suicident à cette période-là. C'est une période particulière de fragilité. Bon, c'est quand même pas la majorité, mais je vous le dis parce que ça fait partie des conduites à risque. Voilà. Et ça arrive souvent quand il y a l'échec de la relation affective avec les proches, quand ils ne peuvent plus s'appuyer sur vous, quand il n'y a plus de dialogue, voilà. Donc là, le stress augmente et ils ne savent plus à qui faire confiance. Il n'y a plus personne autour d'eux, ils s'isolent et en général, c'est pas terrible. Et ça peut être aussi l'histoire d'avoir envie de se suicider, c'est se mettre au défi. Il y a une notion de toute puissance, comme je l'ai dit. Je suis le maître du monde et je mets au défi le monde entier de se mettre à mes pieds. C'est moi ici le maître, même si ça passe par le suicide. Il y a la notion de récupérer le contrôle chez les adolescents. Et de ne pas vous le donner, pas le donner aux adultes. Qu'est-ce qu'il faut éviter, à mon avis, puisqu'on est sur l'amour et la sexualité? Les choses importantes qui vont laisser des traces dramatiques chez les adultes, c'est l'association sexualité, c'est sale, honteux. Donc si vous-même, vous avez cette représentation que la sexualité, c'est pas bien, c'est sale, par exemple, vous avez une fille, t'habilles pas comme ça, tu vas être une pute, t'es une allumeuse, etc. Ça crée une association sexualité, sale, honteux. Vous comprenez ce truc-là? C'est vachement important parce qu'après, l'enfant se dit ah ouais mais si je m'habille comme ça, je suis une allumeuse, donc je suis une salope, donc je devrais être une sainte, donc je plais pas à maman, donc ou à papa, donc ça laisse des traces chez l'adulte.
Voilà, et ça fait pas du bien, parce qu'après, il va y avoir toujours cette dichotomie entre ce que je dis sans arrêt, la madone et la putain. C'est-à-dire, je veux être une sainte, mais j'y arrive pas. Tout ça parce qu'on m'a stigmatisée quand j'étais ado en me disant mais tu devrais pas sortir, fais attention, mais t'es pas comme si. Mais ça montre que l'adulte a une représentation que la sexualité c'est dangereux et sale et pas bien et mal, etc. Donc vous avez intérêt à travailler sur vos représentations quand vous accompagnez des adolescents pour à la fois les mettre en vigilance par rapport au danger, de ne pas être trop provoquant pour effectivement être dans des conduites à risque pour les filles, mais pas non plus les surprotéger en leur faisant croire que la sexualité c'est pas bien, quoi. C'est dangereux, c'est être abusé, c'est être malpropre, c'est être une salope, c'est être une allumeuse, etc. Parce que là, vous introduisez à l'intérieur de leur cerveau des connexions neuronales qui vont rester, des croyances qui vont rester en trace. Et après, pour s'en défaire, bonjour chez les adultes. Hein. Ça. Évitez aussi tout ce qui est tout ce qui est intrusif. Hein. Quand vous cherchez le problème c'est l'intrusion chez l'adolescent, il se sent intrusé très vite. Et donc tout ce qui est voilà comment faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire, voilà si vous êtes trop intrusif, ça va pas passer, mais du tout. Mais quand je vous dis du tout. En fait, faut y aller sur la pointe des pieds avec eux. Pareil pour les histoires de chambre, etc. En général, ce qu'on dit pour les ados, c'est la mère, game over à partir de 12-13 ans. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête de s'en occuper, d'être derrière tout le temps, être dans sa chambre, machin. C'est l'intrusion, ça va pas du tout ça. Hein. Donc il faut laisser les ados commencer à se gérer, à s'autonomiser et arrêter d'être derrière comme si c'était un tout petit. Ça va pas le faire. Donc ça veut dire la mère, c'est stop, elle arrête de le couver, quoi. Hein. Et c'est le relais, normalement c'est le père qui prend le relais. C'est ce qu'on dit souvent dans notre jargon de psy. Pourquoi ? Parce que si vous le surprotégez, il va vous rejeter. Donc la chambre, c'est le territoire. La chambre, il fout son bordel dans sa chambre, c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas intérêt à intruser tout le temps, parce que sinon, vous coupez le dialogue. Et si vous coupez le lien, il ne va plus se confier du tout. Déjà, en général, les adolescents se confient peu à leurs parents, mais là, il ne va plus se confier du tout. Donc c'est important de le savoir. Hein, Donc vous dansez, c'est de la dentelle, les adolescents. Voilà, mais sinon, la relation amoureuse n'a pas changé globalement. Il y a toujours le rêve, je l'ai dit, mais je le redis, d'un idéal romantique élevé. Chez les adolescents encore aujourd'hui. Il y a quand même une tendance... mais ça c'est sociologique, à une déshumanisation dans le concret des sentiments. Il n'y a pas qu'eux qui font ça, c'est-à-dire qu'il y a une tendance quand même à prendre la relation Kleenex, on prend, on jette, on change de partenaire, voilà, donc ce qu'on appelle la déshumanisation des sentiments. Donc la sexualité est au rendez-vous, mais les sentiments pas toujours, et ça c'est globalement, même les filles vont faire comme les garçons, c'est-à-dire que très souvent elles vont imiter les garçons pour faire comme eux, et pas pour être prises à défaut dans la sexualité. Donc elles peuvent avoir tendance à jouer le jeu du masculin, le jeu des garçons, prendre, je jette, je prends, je jette, parce qu'elles ont peur de s'attacher et de la jouer nunuche romantique, alors qu'elles rêvent de romantisme. Et donc il y en a certaines qui vont se faire du mal avec ça en jouant ce jeu de je ne m'attache pas et je fais des expériences sexuelles sans sentiment, mais je me respecte pas là-dedans, et du coup elles se font du tort, quoi. Donc après il va falloir réhabiliter pour leur apprendre à se respecter. Voilà. Mais ça, c'est pas que les ados, c'est vraiment c'est lié à cette société de consommation où les sentiments, on objective beaucoup plus la relation et les sentiments disparaissent un peu quand même. Enfin, ils sont cherchés, ils sont rêvés, les sentiments, on rêve d'amour, mais en fait, sur le terrain, on déshumanise les relations, on prend, on consomme, on prend, on jette, hop, celui-là il va plus, le suivant, et ils font pareil souvent chez les ados, et les filles imitent les garçons aussi bien souvent, parce qu'elles veulent pas paraître cucul à praline, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Il y a la honte chez l'adolescent, il y a la honte d'apparaître pas comme les autres. Je veux faire comme les autres, comme les copines, comme les garçons, voilà, on fait comme les autres. On s'apparie au clan, et avec des modèles. Vous savez, ils ont des modèles, soit des
ils vont idéaliser des modèles, des référents, voilà, des nouveaux modèles. Alors, soit des vedettes, soit quelqu'un de la famille. Alors voilà, ça c'est extraordinaire. Et vous, vous êtes renié. C'est comme ça que ça se passe. Après, ça change. Il y a une étape. Alors, pas chez tous les adolescents, hein, je vous dis. Il y a des ados en crise et des ados rebelles et des ados non rebelles. Mais la rébellion est utile, n'empêche, pour ceux qui sont rebelles. Voilà. À vous de gérer ça. Est-ce que, je pense que dans la salle, vous avez certainement des personnes avec des ados, enfin des parents avec des ados. Ça m'intéresse soit vos témoignages, soit de répondre à vos questions. Si vous avez des problématiques avec vos adolescents ou comment y répondre, qu'est-ce qui vous inquiète, est-ce que vous savez dialoguer avec eux, enfin toutes ces questions-là. Je pense que ça serait bien de pouvoir répondre à vos questions pratiques. Ouais. Bonjour, alors moi j'ai pas forcément une question, mais j'ai une réflexion. En fait, j'ai l'impression que l'adolescence, c'est aussi c'est carrément le résultat de la relation qu'on a eue tout le long de l'enfance. Pour ma part, j'ai eu 3 filles et 2 garçons. Et du coup, j'ai toujours essayé d'entretenir une grande écoute à leurs désirs, à leurs besoins. Alors je suis un peu spécial parce que je ne les ai jamais mis à l'école non plus. D'accord. Parce que pour moi, l'école, c'est vraiment ce tissu, enfin cet endroit où on formatise tous les individus, où les enfants apprennent justement tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire à ressembler les uns les autres, etc., rentrer dans le rang. On leur dit fais ci, fais ci, fais ci, toute leur existence. Que moi, mes enfants, je leur ai jamais dit fais ci comme ça. Si bien qu'à l'adolescence, j'ai même, je sais pas, enfin, j'ai pas rencontré de conflictuel comme vous pouvez parler. Et je pense que c'est intéressant d'en témoigner justement, parce que ça peut changer, et puis certainement qu'à l'adolescence, parce que j'ai travaillé aussi pas mal donc avec d'autres ados qui ont été élevés à la manière classique. Et je vois bien que c'est effectivement un moment clé où il faut vraiment être dans la délicatesse et puis entendre tout ce qu'ils ont à dire, quoi, sans commentaire, quoi, juste en écoutant et puis en transformant soi-même ce qu'on pensait ou nos comportements surtout, de manière à établir une confiance. Ouais. C'est ça. Une confiance immense, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, voilà. Ouais. C'est ce que je veux dire, surtout sur l'adolescence. Oui, surtout qu'après, ça va se répercuter très longtemps sur la grande adolescence, comme vous dites. Je ne sais pas si c'est étonnant si vous mettiez le début de l'adolescence à 12 ans, ça me semble un peu jeune, mais bon... parce que ça s'est décalé. La fille, je pense. Oui. Après, sinon, je trouve que vous n'avez peut-être pas assez insisté sur le rôle des médias et des films, surtout. Parce que les ados, ils regardent énormément. Ah oui, alors les films. Ouais. J'ai parlé de la pornographie, mais j'ai oublié de parler des films romantiques. Ouais, voilà. Parce que quand je dis Disney, le Prince Charmant. Oui, mais c'est ça. Alors les films romantiques. Parce que je disais que les ados, ils ont toujours cet idéal romantique, mine de rien. Ils rêvent toujours de la petite maison dans la prairie, même s'ils regardent plus feuilleton. Mais il y a quand même ce rêve, même s'ils le vivent pas et qu'ils ont peur de s'engager pour certains. Il y a quand même ce rêve. Et donc, ils sont baignés. Parents, ouais. C'est le rêve des parents, mais c'est le rêve et tous les films romantiques américains, même français, tout ça, même tragiques, tout ça. Toutes ces comédies sentimentales, elles sont toujours le couple, le rêve, de l'amour. Oui, elles sont toujours faites par des adultes. C'est ça le vrai problème. C'est que en fait, l'adolescent, il reçoit des messages que de la part des adultes, et quand lui veut rentrer dans la création, ça reste quelque chose de très très comme ça. Et effectivement, ce serait intéressant que les ados puissent faire leur propre film. Voilà. Mais ils sont créatifs en général en plus. Ouais, mais on leur donne pas la place. Non, c'est vrai qu'on leur impose une vision de l'amour archi romantique. Ils sont baignés déjà. Il n'y a pas que Walt Disney. Il y a tous les films actuels, Star is Born, je sais pas quoi. Enfin, c'est les trucs archi romantiques. Voilà. Donc ils sont imprégnés de ça aussi. Donc ça contribue à formater ce rêve, l'amour à deux, éternel, cette vision idéaliste de l'amour, et en même temps ils ont vu leurs parents se casser souvent la gueule quand même.
mine de rien, ou si c'est pas chez eux, c'est chez les copains d'à côté. Donc il y a les deux très forts. À la fois il y a le rêve de l'amour romantique et à la fois ouais mais enfin bon, mon avis c'est un peu casse-gueule comme truc. Donc ils sont pas très à l'aise avec ça. Je vais bien passer le micro à quelqu'un d'autre. Les adolescents. Pourtant, il y a fort à dire sur les ados. C'est vraiment un monde. Ah oui, c'est ce tournant-là, c'est effectivement, comme vous disiez, mais moi je trouve il y a vraiment beaucoup d'irresponsabilité de la part des adultes, justement, à pas voir véritablement tous ces messages qu'on envoie là, de faire de nos enfants des personnes qui vont reproduire exactement la même chose que nous, c'est-à-dire ces couples avec la dramatique de la passion, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on arrive dans une ère normalement nouvelle où il devrait y avoir d'autres messages, mais on n'en est pas forcément capable, parce que nous, les adultes, on n'a pas non plus été éduqués à pouvoir leur donner d'autres messages que cela. Et je trouve que justement la part des médias, des cinémas, etc., vraiment catastrophique, quoi. Ah bah oui. Pour essayer de leur mettre d'autres choses devant. Oui. Oui, c'est sûr que là, on est en plus, c'est vrai que, alors au niveau des médias, qu'est-ce qu'on voit apparaître il faut être super, toujours les mannequins, là, donc ça continue de perdurer, donc il faut être toujours beau, en forme, plaire. Alors ils ont un problème avec l'image déjà, compliquer leur image, ils ont des problèmes de dysmorphophobie, il y a un décalage entre ce qui est réel et leur manière de se regarder, de se voir, il y a des décalages du schéma corporel, donc tout est amplifié. Alors ça en plus avec tous les mannequins, machin, il faut ressembler à un tel, les stars de cinéma, etc. Ça les arrange pas, ça les aggrave dans cette honte d'eux-mêmes. L'image du corps, j'insiste parce que c'est vraiment fragile. Après, à travers les médias, c'est beaucoup les nouvelles. On va retrouver les films romantiques, mais on va retrouver aussi, j'ai dit, même la pornographie. On va retrouver aussi beaucoup les nouvelles technologies. Ça change complètement les données. Oui, ils s'éloignent du toucher. Ah oui. Le toucher ne représente plus qu'un aspect dans le virtuel, de dangerosité. Oui. Communiquent, d'ailleurs, je disais, ils communiquent à côté, là, ils peuvent se faire des conversations que sur leur, à partir de chat ou de trucs comme ça, quoi. C'est très curieux comme type de relation. Ils sont habitués à ça, quoi. Et oui, c'est vrai que le monde du regard, du toucher, cette connexion, elle est quand même désaffectée. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne se rencontrent pas d'une autre manière, mais après. Mais c'est vrai que ce virtuel est vraiment à l'honneur, quoi. Avec l'intérêt de ça aussi, mais je l'avais dit, le différé. Mais en même temps, c'est exacerbé, quoi. Et puis, on ne sait pas où ça va aller, mais les nouvelles technologies, il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi beaucoup d'évaluation. Ça construit des murs. Oui. Des murs intergénérationnels aussi. Ouais. Aussi parce qu'on n'est pas les médias, toutes ces choses-là sur les. Moi, j'ai une petite. Je voudrais juste terminer sur dans le virtuel. Il y a aussi, ils s'évaluent. Comment ils s'évaluent les uns les autres tout le temps. Il y a vraiment on voit de plus en plus arriver un monde où tout le monde s'évalue tout le temps. Et t'es pas assez ceci, et l'autre il est plus que ça, et se compare sans arrêt. Et donc ces histoires d'avoir des notes, et je suis bien, je suis pas bien, et ça augmente sans arrêt, on le voit partout. Les gens s'évaluent sans arrêt de plus en plus avec ces trucs, ces nouvelles technologies, et ça touche aussi, ça affecte aussi la population des adolescents où ils sont déjà fragiles. Alors en plus, ils se rajoutent des évaluations sans arrêt les uns sur les autres. J'imaginais pas le truc, entre eux, même pas par rapport aux adultes. Donc ça les aggrave en fait, ça enflamme toute la difficulté de se poser, d'être tranquille, de se dire voilà, je suis pas parfait mais c'est pas grave, je maîtrise pas tout mais c'est pas grave, voilà, je me détends. Et c'est comme ça souvent que moi je vois il y en a qui se mettent en échec scolaire parce qu'ils ont une estime d'eux-mêmes qui est complètement écroulée. Donc ils se trouvent tellement mauvais, tellement nuls, tellement non-ok, tellement inadéquats, tellement il y a tellement de sensibilité là-dessus, ils sont hypersensibles. Très souvent les ados sont hypersensibles. Donc du coup ils se mettent en échec en échec relationnel, en échec scolaire, en échec parce qu'ils se trouvent, ils ont l'estime d'eux qui rikiki. C'est pour ça que cet accompagnement des adultes, elle est vraiment importante et c'est vraiment avec la
délicatesse. Et je pense que je rejoins beaucoup ce que vous avez dit sur la capacité de se mettre en alliance derrière la forme qui peut être abrupte pour certains, pas tous. Hein. C'est important de se mettre en alliance derrière, que c'est pas de pas faire ennemi avec eux, de faire l'alliance et de rester en amour inconditionnel, de rester derrière la surface, derrière ce qui apparaît. Sinon, vous les captez pas en fait. Hein, donc restez tranquille. Quand ils vous respectent pas, respectez le non-respect. Je ne sais pas si c'est clair ça. Hein. Respecter le non-respect, ça veut dire les prendre à un endroit, par surprise d'ailleurs, derrière ce monde du non-respect. Vous les attendez à la politesse? Non, ils ne peuvent pas. Ça veut dire qu'il y a de la détresse, ça veut dire qu'ils sont perturbés, ça ne veut pas dire qu'ils vont bien. Donc c'est comme ça. Et c'est un tissage de long terme sur la confiance. Hein. Oui, c'est pas en 2 minutes. Hein. C'est pas que l'adolescent. Ah non, non, non. Et après, ça se joue après, ça se répercute. Parce que si vous restez dans l'alliance avec eux, même s'ils vous déplaisent, même s'ils vous gonflent, même si ils ont des comportements à l'ouest, voire des fois dangereux, etc., si vous restez présent, stable, si vous restez là, disponible, à leur écoute, après, ils le sentent ça de l'intérieur, hein. Eh bien, ils seront toujours proches de vous, quoi. Vous ne les perdrez pas, ces ados, ces jeunes adultes, après. Ils reviendront, ils changeront. Hein. Tu peux le parler. Il faut que ce soit vert. Je pense que ados et parents sont déstabilisés à un moment donné et on se perd. On se perd? Oui, on se perd. Momentanément, on se perd. Quand on est ado? Le parent perd son ah, enfant, certains, ouais. Hein, son enfant d'avant. Qui va passer donc à un autre chose. statut. Ouais. Et voilà, parents et enfants sont déstabilisés et à un moment donné, il faut se retrouver. Tout à fait. Et c'est important, c'est pour ça que ça peut être douloureux pour le parent qui n'accepte pas le changement, qui veut garder son enfant comme avant. Tu sais, le petit sur qui on le manie, ils font des câlinous, ils font plus de câlinous les ados, hein. Ils font des câlinous avec leurs copains et leurs copines, mais ils vont plus faire des câlinous comme avant avec les mères. Hein. Parce que de fait, c'est brutal. Oui. Ça peut être du jour au lendemain. Voilà. Ah mais oui, je vous dis, ils jouent sur leur jeu vidéo, leur console, et puis d'un coup, paf, ils s'intéressent au fils, et hop là, ça change du jour au lendemain. Donc c'est chaotique, c'est brutal. Et effectivement, les parents qui veulent que leurs enfants soient eux, hein, qui ont des alors pourquoi ça existe ça? Parce qu'ils sont eux-mêmes dans des vides affectifs importants, et ils utilisent leurs enfants comme des otages en fait. Donc l'enfant est utilisé pour faire des câlins avec le parent parce que voilà, il est tout mignon, il est tout gentil, il est câlinou, mais pour sa survie, il a intérêt à rejeter ce parent-là pour pouvoir aller avec ses copains, pour pas être utilisé pour les besoins affectifs du parent. Et c'est plutôt sain. C'est une réaction brutale, certes, d'éloignement, mais c'est vachement sain de son point de vue. Il dit, il signale, arrête maman de me coller. Fais ta vie avec tes adultes à toi, et moi je fais la mienne, mais je veux plus être ton sauveur. Hein, c'est important ça, hein. Je suis plus ton prolongement, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui supportent pas parce qu'ils en ont besoin en fait de ces enfants. C'est leur prolongement, sans eux, c'est leur fonction parent. Si j'ai plus la main sur mon enfant, je ne suis plus rien, je sais pas quoi. Donc tout le thème d'être la fonction parent, ça peut être surinvesti. Hein, et donc se prendre pour Dieu tout-puissant, moi je suis le parent, donc c'est à moi, donc il doit faire comme je veux, donc il est à moi, il est à moi. Non, il n'est pas à vous. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Donc à un moment donné, c'est important de se rendre compte, hein, c'est le prophète de Khalil Gibran, hein, relisez les premières pages, mais c'est important, c'est pas parce que voilà, ils sont sortis de votre ventre que ce sont vos enfants agrippés à votre ventre jusqu'à la fin de votre vie. Non, ce sont des personnes qui vont se différencier, s'autonomiser et se séparer de vous. Et c'est salutaire pour eux. Donc vous agrippez pas vos ados, cherchez pas à avoir de l'emprise sur les ados. Là, je parle même pour les éducateurs, hein, parce que quand on veut les formater à notre carte du monde, on ne crée pas la confiance, on ne crée pas la responsabilité, on ne crée pas l'autonomie. Ce qui est important, c'est comment cet adolescent va se créer ses propres référentiels. À partir des vôtres peut-être, en étant influencé par les vôtres, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il n'y a pas que vous sur Terre, mais en se créant ses propres référentiels. Et donc les premières expériences vont être vraiment importantes dans la relation avec les amis, avec les bandes de copains, même avec des conneries, boissons, machin, ils ne pourront pas s'en empêcher. Et alors, c'est aussi à eux de s'ajuster, comme je l'ai dit, en voyant jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où c'est dangereux, ou jusqu'où c'est bien, jusqu'où voilà.
Vous ne pourrez pas les en empêcher. Plus vous voulez les en empêcher, ils vont jouer avec vous. Tu m'en empêches, tu vas voir qui c'est le plus fort. Le maître à bord, c'est eux en général. Parce qu'on a fait soi-même, c'est propre. Hein, il est où le micro? Je disais parce qu'on a fait soi-même, c'est propre expérience. Ah, parce qu'on a fait. Alors, ça dépend si vous les avez fait en tant qu'adolescent vous-même, mais il y a des adultes qui n'ont pas fait beaucoup de. Ça dépend comment vous avez passé votre adolescence. En général, une question que je pose à parce que j'anime beaucoup de stages sur la relation amoureuse pour les adultes, et je leur pose souvent cette question. Regardez, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les traces de votre vie amoureuse à partir de vos premières expériences d'adolescent, c'est-à-dire vos premières relations sexuelles, comment vous avez été éduqué, comment vous avez su que ça existait, la sexualité, de quelle manière, qui vous en a parlé, comment vous avez approché ça, est-ce que c'était un sujet tabou dans votre famille, ou est-ce qu'au contraire, ils étaient tous nus, là, à sauter dessus de partout, hein. Il y a eu mai 68 aussi, il y a des familles où c'était en veux-tu, en voilà, il n'y avait plus de limite. Enfin, comment ils ont appréhendé la relation, enfin, leur rapport à la sexualité au départ, et voir les impacts que ça a encore aujourd'hui. Et très souvent, ces premières initiations, ces premiers modèles, ces premières expériences sont extrêmement ont énormément d'impact encore aujourd'hui sur votre manière de vivre la relation amoureuse, de croire, de la voir, de la visiter, de l'explorer. Et c'est juste inouï de voir combien c'est important ces formatages de départ. Moi, je suis toujours surprise quand je pose ces questions de voir ces adultes-là me dire « Ah bah ouais, moi, ma première histoire d'amour, ça a été une catastrophe » ou alors le mec, il s'est barré en courant ou et du coup, ben voilà, ça m'arrive encore souvent. Enfin, des gens, ils sont coincés avec ces premières expériences, quoi. Ça peut être très traumatique, ces premières expériences. Il y a eu des abus, hein, des fois. Il y a des jeunes qui se font abuser, dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Donc, et après, ça laisse des stress post-traumatiques, ça laisse une représentation comme quoi c'est dangereux. Pour ça que, voilà, c'est vraiment une période très fragile. Donc, suivre ces adolescents sans les fliquer, mais en même temps être là. Et les différencier de nous, hein, ils sont pas vous, vous n'êtes pas eux, vous êtes différents. Laissez-leur voir les choses à leur manière et trouver leur propre chemin de vie, qui sera peut-être pas celui que vous avez envie de les voir vivre. Et c'est pas à votre image, hein, mais c'est important de les laisser cheminer. Hein, en étant vous à côté, mais pas en les envahissant. L'envahissement des ados. Je dis ça parce que moi, souvent, j'ai des ados qui me disent « Mes parents, ils m'étouffent, ils m'envahissent, ils veulent absolument que je fasse tout comme ils veulent, etc. » Les adolescents se sentent intrusés et envahis. Hein. Et donc, je vous ai dit, hein, envahis ou abandonnés, ou envahis trop près ou trop loin, panique à bâbord. Et les adultes qui font ça ont eu souvent des adolescentes qui se sont mal passées, donc ils continuent avec ça. Tout ou rien, toute puissance, ce truc envahi ou abandonné, problème des limites, ce marquage de l'adolescent qui est normal à l'adolescent. Certains adultes continuent avec ça, ce qu'on appelle la population borderline, et très provoque comme ça, très rebelle, ça passe ou ça casse. Et normalement, ça ne devrait pas exister chez les adultes. Mais souvent, c'est qu'il y a eu un petit bug à l'adolescence, et hop là, ils continuent avec ça. On va appeler ça les adolescents. Voilà. Donc les adolescents, ça peut être des grands aussi. Hein. Dire que je suis très content. Faut que ce soit vert, ouais. Je suis très content de voir que les jeunes aujourd'hui, ils veulent sauver la planète. Ouais. Je trouve ça. Oui, bon, c'est vrai, je pense c'est que beau, ça a toujours. Je pense que ça a toujours existé. Un jeune, il veut toujours sauver la planète parce qu'il sait que c'est demain, c'est sa place à lui demain. Ouais. Et encore pareil, socialement, on ne fait pas vraiment hyper attention à ça. Je trouve que les médias, encore une fois, ils regardent ça, ils sont mignons. Oui. Ouais, mais c'est grave. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que cette population adolescente, elle peut être très, très créative et très porteuse. Il y a beaucoup d'énergie chez l'adolescent. Et je pense que, il y a
ils sont innovants, quoi. Hein. Donc, certains sont porteurs de plein de projets et réalisent des projets d'ailleurs. Hein. Et puis d'autres, voilà, on leur laisse pas assez de place pour inventer des projets, créer des projets, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une belle énergie chez l'adolescent qui a envie de faire changer les choses, qui idéalise, voilà. Donc, faut utiliser, quand vous êtes à côté des adolescents, il faut utiliser cette énergie-là, qui est une énergie saine, une énergie vivante, une énergie de changement. Ils ont la pêche, quoi. Hein. Il y a de la créativité, il y a la pêche, quoi. Plutôt que de les emmerder tout le temps, d'être sur leur dos, de les contrôler, etc. Et que cette énergie, au lieu de sortir dans quelque chose qui va transmuter, transformer vers quelque chose d'élevé, hein, les dessert et les fragilise toujours encore plus. Parce que vous les rejetez des fois. En les rejetant, en les voulant comme vous voulez qu'ils soient, ils se sentent rejetés. Ils ne peuvent pas utiliser cette énergie au service de quelque chose de plus grand. Et je trouve ça dommageable, effectivement. Et c'est vrai que pour les éducateurs qui accompagnent, ou certains, il y a des profs, des accompagnateurs, il y a des gens qui éduquent les adolescents, on leur apprend dans la pédagogie à utiliser cette énergie naissante, cette énergie bouillonnante vers des réalisations de projets qui peuvent servir à l'humanité, quoi, qui peuvent servir aux autres, être au service, quoi. Et ils ont vraiment des compétences plus que certains adultes qui déjà sont tout rabougris, c'est-à-dire qu'ils sont trop traumatisés, quoi, en clair. Hein. Ça bouge moins, hein. Il y a une fixité chez les adultes au niveau des opérations de changement, hein, au niveau des systèmes de croyances, que chez les ados. Les ados sont en mouvement, ok, c'est souvent chaotique, pas tous, mais du coup, il y a de l'innovation. Les croyances peuvent bouger facilement. Chez les adultes, une fois qu'ils sont... Moi, j'en ai 3 tonnes au cabinet, des fois, il y a des fixettes, hein, ça ne bouge plus, hein, c'est rigidifié. Et les mécanismes de défense sont de plus en plus rigidifiés. Hein. Moins ils sont remaniés, plus ils sont rigidifiés. Alors que, justement, la période adolescente, c'est vraiment l'occasion du grand remaniement. Hein. C'est le chamboulement et le remaniement. Donc, prenez-les, recadrez-les, hein, avec cette partie saine de l'individu et pas avec la partie chaotique qui apparaît comme ça et qui peut être brutale et désespérante. Voilà. Il faut savoir s'y prendre. Tout est une question de finesse, de délicatesse et de regarder derrière les apparences. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours eu, parce que moi, j'ai eu deux enfants. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient encore ados. Et il y en avait un qui n'a pas fait de crise adolescente, c'était vraiment cool. Et l'autre qui était beaucoup plus l'ado chiant, quoi, grognon, vous savez, ils arrivent le matin, le casse sur les oreilles, ouais, y a rien à manger, voilà, plutôt pénible, quoi. Alors que bon, moi, je faisais rien, j'étais plutôt sympa, permissive et tout. Et voilà, mais je crois que je me suis pas pris la tête, je l'ai vraiment pris à l'endroit où il était. Voilà, j'étais là, quand même, j'étais présente, hein, j'ai pas lâché, hein, faut pas démissionner de son rôle, mais en même temps j'étais là. Bon, c'était un peu pénible, mais j'ai pas lâché. Je pense que je savais que derrière ces comportements pénibles, voilà, il y avait de la fragilité. Donc j'observais ça, mais j'étais pas prise par tout ce qui était non respectueux, pénible, imbuvable à vivre, quoi. Hein, voilà. Ils ont besoin de tester les limites. Oui, ils ont besoin de tester les limites, de voir si le parent les aime toujours et encore, même si ils sont pénibles à vivre, grognons. Et en même temps, c'est aussi tout ça, c'est hormonal. Hein, ils le font pas exprès, c'est pas contre vous. Hein, c'est un changement aussi. Voilà, ils sont plus les mêmes, ils ont plus le même corps, tout bouge, quoi. Il faut qu'ils sortent du cocon, il faut qu'ils sortent du nid. Donc, voilà, c'est pas facile pour eux. Donc, c'est bien de se mettre à leur place aussi. Et comme vous avez été des ados, les grands, là, eh ben, vous voyez aussi combien certains, ça a pu être difficile, votre adolescent. Et quand vous n'avez pas été soutenu par des adultes qui étaient vraiment là pour vous, sur lesquels ils étaient juste une présence, des fois on ne vous demande pas d'aller les consoler, les surprotéger, c'est juste une présence, c'est juste une écoute. Je te comprends. Voilà, des fois ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Hein, voilà. Bon, ben, voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis j'espère que la conférence sera utile à beaucoup de parents ou de personnes qui accompagnent ces adolescents. Et peut-être aussi pour vous, les adolescents aussi, pour mieux vous comprendre de l'intérieur. Parce que souvent, le problème, c'est que vous jugez. Hein, si je parle aux ados, souvent, ils sont sévères avec eux. Hein, et ils se jugent vraiment sévèrement et très durement d'eux à eux. Et je pense que c'est important de voir qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes psychologiques
pour éviter de se blâmer, de s'en vouloir, de se dire mais je devrais pas être comme ça, mais j'arrive pas à être, je suis impulsif mais je voudrais être autrement mais j'y arrive pas, c'est normal. Hein. Donc c'est important de s'accepter aussi dans cette période telle qu'on est. Voilà. Bah merci. Et à une prochaine fois.